le Rwanda et l'Ouganda doivent absolument dialoguer avec leurs fils et filles qui sont dans la rébellion, laver leur linge sale au lieu de les rejeter sur le Congo démocratique avec toutes les conséquences que nous venons de voir. C'est pas tout, il y a plus que ça, il y a pire que ça. Mais les communautés congolaises du Nord Kivu demandent au secrétaire général de l'ONU de faire pression sur Kigali et Kampala afin qu'ils règlent leurs problèmes, qu'ils résolvent leurs problèmes chez eux. Et ça pourrait peut-être contribuer au retour de la paix dans la région de Grand Lac. Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, politologue, congolais de la diaspora en France, président de l'Union des Africains en France, dont le siège est à Amiens. Alors, comment vous avez accueilli la lettre ou la nouvelle de la lettre des communautés du Nord Kivu, lettre adressée à Ban Ki-moon? J'étais très satisfait de la manière dont la société civile s'est vraiment s'est appropriée de ce sujet pour dire oui, effectivement, il va falloir qu'on puisse se mettre de l'ordre. Il va falloir que la communauté internationale puisse s'intéresser vraiment de manière réelle du dossier du Rwanda, notamment le Rwanda de Paul Kagame. C'est très important ce sujet parce que le Rwanda, même l'Ouganda aussi. Oui, mais attendez, d'abord je commence par le Rwanda, parce que l'Ouganda a accepté, même de bout de lèvres, accepté de dialoguer avec qui dialoguer. C'est très important. Donc, là maintenant, les mécanismes d'aide qu'on peut apporter par la communauté internationale pour aider ces pays à aller vers de l'avant, aller au dialogue, de façon que les cycles de violence récurrentes puissent se terminer, c'est très important. Le refus de dialoguer et de trouver des solutions appropriées constitue un mécanisme de laisser un mauvais avenir à nos enfants et à nos oreilles et petits-enfants. Si nous voulons vraiment le calme dans ce pays de Grand Lac, et notamment à l'est du pays, parce que la RDC subit quoi? Subit les saletés. Nous ne sommes pas, je dis toujours, la RDC n'est pas une poubelle où on peut rejeter en tout moment, et quand on veut, les saletés qui viennent d'ailleurs. Et quand on refuse un dialogue, les êtres humains venant du Rwanda ne sont pas des objets à jeter ici, et notre pays n'est pas non plus paillasson. Je dis simplement que le dialogue est quelque chose de très important pour tous les pays. Et je m'en réjouis parce que la RDC a toujours donné l'exemple de dialogue. Nous avons connu plusieurs sortes de dialogues dans ce pays. Depuis la période des indépendances, les dialogues des Sand City, conférence nationale, avant, bien jusque maintenant, il y en a qui réclament encore d'autres dialogues. Mais quand on attend les sons de cloche de ceux-là qui refusent un dialogue, là, ça attire toute l'attention de la communauté internationale pour dire non à ce genre de principes odieux, ce genre de principes qui ne reflètent pas vraiment la réalité de ce que veut non seulement les pays membres de Grand Lac, mais aussi la communauté internationale. Dans l'Union des Africains en France, vous avez également, vous vous réunissez avec des Rwandais, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, ce sont des Rwandais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent concrètement à propos justement de la gestion des gens de leur pays? Est-ce qu'ils peuvent, et eux-mêmes, ils demandent un dialogue? Vous avez constaté qu'en Belgique, notamment la communauté africaine de la diaspora, les Rwandais, les Congolais, les Burundais et autres se sont mis, main dans la main, faire une marche commune à Bruxelles pour demander qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. C'est très important. Pour la première fois, on a constaté cela. Et d'ailleurs... Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Bruxelles. Il y a eu une marche commune entre toutes ces communautés, ensemble, main dans la main, pour demander qu'il y ait un dialogue inter-congolais. Inter-rwandais. Excusez-moi le terme. Alors maintenant, ils sont allés jusqu'à l'ambassade de la Tanzanie pour féliciter le président tanzanien qui a émis un vœu, non seulement qui a lancé un appel à l'adresse de Paul Kagame pour dire qu'il faut impérativement qu'il y ait un dialogue là-bas. Donc vous comprenez que tous les intellectuels aujourd'hui de l'extérieur se lèvent pour dire oui, c'est un bon principe quand même, il faut qu'on s'intéresse à mettre un peu de la propriété au Rwanda. Vous savez, si nous ne faisons pas attention, nous allons léguer non seulement un mauvais avenir, un avenir très sournois à nos enfants et à nos autres petits-enfants qui naîtront au Rwanda et au Congo, à l'est du pays, bien sûr, mais aussi, nous n'allons pas aider l'humanité qui a longtemps souffert de beaucoup de souffrances, de beaucoup de choses, et nous voulons rétablir la vérité dans un certain nombre de choses de façon que les êtres humains puissent se regarder les uns les autres de manière égale. C'est très important. Très important, vous le dites. Mais est-ce que Ban Ki-moon pourra répondre positivement à la demande
des Congolais, surtout ceux du Nord Kivu? Ban Ki-moon n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de répondre positivement à la demande des pays membres de Grand Lac. Parce que non seulement qu'il y a la communauté de la société civile de Bukavu qui demande, mais bien avant, il y a le président tanzanien qui a lancé un appel à l'adresse du Rwanda pour dire qu'il faut un dialogue là-bas. Et ensuite, il y avait aussi les intellectuels de la diaspora, notamment à Bruxelles, qui ont fait une marche positive par rapport à ça pour réclamer ça. Au nom de quel principe de droit international on va refuser la volonté des pays membres, de ressortissants des pays membres de Grand Lac qui disent nous voulons un dialogue là-bas. Les Rwandais, les Burundais et autres, tous, ils veulent ce dialogue. Au nom de quel principe de droit international on va dire non à cette demande-là? Je pense que c'est une demande qui est légitime et Ban Ki-moon ne pourra que matérialiser ou accompagner cette demande de façon que ça puisse aller à bon port. Michel, alors quel avenir pour la région des Grands Lacs? Quel avenir pour le Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi? Justement, si Paul Kagame refusait de tout simplement parler avec les rebelles ou les fils et filles qui ne partagent pas sa vision des choses au Rwanda, s'il a refusé de parler avec eux? Je dirais tout simplement, au nom de l'humanité qui a longtemps souffert et qui a droit à la vie et au bonheur, au nom de l'Afrique qui a été dépouillée, qui a été meurtrie de beaucoup de choses, qui a été colonisée, qui a été soumise dans les conditions d'esclavage, et aujourd'hui nous sommes en train de sortir petit à petit. Au nom des pays membres de Grand Lac et qui a perdu beaucoup de ressortissants, au nom de RDC qui a perdu plus de 7 millions à cause des désordres, des astres venant du Rwanda. Moi je pense que Paul Kagame seul ne peut pas stopper cette machine aujourd'hui, une demande qui est légitime par la communauté internationale, aussi par les résolutions de tous les pays membres de Grand Lac, pour dire oui, nous voulons un dialogue serein pour que nous puissions léguer un avenir heureux à tous nos enfants. Le refus ostentatoire venant de Paul Kagame, ce sera vraiment lui-même à la recherche d'un mécanisme qui irait à la contre de sa façon de voir les choses. Alors, le Rwanda qu'il construit aujourd'hui, qu'on dit engagé sur la voie de l'émergence d'ici 2020-2030, ce Rwanda est construit justement aussi, non seulement avec l'argent qui vient de la communauté internationale qu'on appelle perfusion internationale, financière, mais aussi avec l'argent qu'on pille, les richesses qu'on pille dans l'Est du Congo démocratique. Alors, quel pays Paul Kagame va léguer aux Rwandais après 2017, quand il ne sera plus aux affaires? Quel pays il va léguer? Justement, voilà pourquoi j'ai dit tout simplement que nous devons faire très attention. Parce que Paul Kagame est en train d'organiser une potence pour pendre le développement du Rwanda, pour pendre l'âme du Rwanda, pour pendre beaucoup de choses. C'est lui-même et seul, avec son James Kabarebe, qui sont en train d'organiser une potence pour pendre. Non mais attendez, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais Paul Kagame, il est le président qui gère au quotidien la République du Rwanda. Seul, contre tous, il est là en train de coffrer les opposants, il est là en train de penser qu'il a la vérité infuse, il est là en train de penser qu'il a la science infuse, il est là en train de penser que seul, contre tous, il peut y arriver. Il est en train d'organiser une potence pour pendre l'âme de tous les Rwandais. Ce n'est pas normal. Et nous tirons la sonnette d'alarme à la communauté internationale pour dire non à cette façon de voir les choses. Paul Kagame doit revenir à la raison. Aujourd'hui, tout le monde réclame autant de millions de morts au nom d'un principe, au nom d'une démocratie torpillée par un individu, 20 ans au pouvoir, c'est anormal. Et nous attirons l'attention de toute la communauté internationale. Et nous prenons la communauté internationale en témoin pour dire il faut que cet homme accepte de dialoguer. On ne lui demande pas de quitter le pouvoir, on lui demande tout simplement d'organiser un dialogue chez lui à Kigali. Il est soupçonné d'avoir été peut-être parmi les commanditaires de l'incident, donc de l'événement qui a emporté l'ancien président Habyarimana. Alors on parle de l'attentat, mais est-ce qu'il va lâcher prise pour laisser le Rwanda choisir un autre dirigeant sur lequel il n'aura pas sa mainmise pour que les vérités n'éclatent pas au grand jour un jour? C'est ce que j'ai toujours dit. Paul Kagame n'est pas Sa Majesté, Monsieur le Président. Il n'est pas le roi du Rwanda. Il ne va pas rester éternellement, il ne va pas laisser sa progéniture prendre le contrôle du Rwanda, du Congo, ainsi que de tous les pays membres du Grand Lac. Il laissera un jour tout ce pays-là tranquille. Ça, c'est un principe clair. Il n'est pas éternel sur cette terre des humains. Mais je dis tout simplement,
au nom d'un principe qui doit régir l'humanité, au nom de droits, au nom de beaucoup de choses, nous devons quand même en appeler à la conscience de tous pour dire Paul Kagame, seul, ne peut pas aller à la contre de la volonté de tous. Et nous devons nous y mettre, aider les citoyens rwandais à s'en sortir de cette situation qui gangrène l'Est du pays, qui gangrène la RDC aujourd'hui. Nous ne pouvons plus avancer aujourd'hui. Vous savez, la perte que la RDC a connue, au-delà des pertes de vies humaines, il y a la perte sur le plan économique des investisseurs que la RDC a perdus au nom d'une guerre que Paul Kagame a infligée aux Congolais. Parce que la communauté internationale, les investisseurs congolais, les investisseurs internationaux qui veulent investir au Congo et qui veulent venir ici en tourisme, pensent qu'il y a la guerre en RDC. La guerre concoctée par lui-même et organisée lui-même par là, moi je pense que ce sont des faits gravissimes. Et Paul Kagame, demain ou après-demain, mérite d'être traduit devant la justice. Alors, une petite parenthèse. Vous avez suivi le greffier de la Cour pénale internationale hier sur ce plateau de Télé 50. Il séjourne en RDC, à moins qu'il soit déjà parti. Mais hier, on l'a salué, on a échangé. Mais comment, quelle est la signification de cette visite selon vous? Moi, je pense que c'est une visite de travail et en même temps l'alerte pour dire que nous sommes au courant de beaucoup de choses de manière récurrente ici. Et que peut-être il y a des plaintes gauche-droite. Vous savez, quand on est dans l'appareil judiciaire, on est à la recherche des infractions. Il y a beaucoup d'alertes qui ont été lancées par rapport à ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même à notre procureur général de la République, d'aller chercher des infractions et lancer autant de mandats d'arrêt international. C'est très important. Vous voyez, la CPI a toujours donné l'exemple. Nous ne pouvons pas être mandat d'arrêt national ou international? Non, d'abord au niveau du Congo, on doit lancer des mandats d'arrêt national. Parce que les infractions sont opérées sur le sol congolais, cher ami. Les infractions sont ici en RDC. Et nous n'allons pas entendre toujours que la communauté internationale puisse nous donner des leçons, que la CPI, on doit envoyer quelqu'un depuis l'AE jusqu'ici pour venir chercher des infractions. Bien sûr, c'est à nous d'abord d'appréhender la situation, de récupérer cette situation des infractions, les constater et les soumettre auprès des autorités. Et moi je pense et je crois fermement que là, la visite de membres de la CPI ici en RDC, c'était aussi un rapport de chercher des infractions susceptibles d'être transférées à la compétence de l'AE. Peut-être les non-dits dans ce que vous dites, lui ouvertement ne l'a pas dit, mais ça c'est une analyse. Alors, ceux qui tirent la ficelle, selon beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes, c'est aussi la soi-disant communauté internationale, avec des multinationales derrière, dont on ne connaît pas suffisamment les noms. Est-ce que la demande des Congolais du Grand Kivu et surtout du Nord Kivu, c'est une demande qui pourra trouver un écho sonore? Moi, je crois que nous sommes en train de tourner la page d'ombre. Je crois cela. Et vous allez vivre, les Congolais vivront comment nous allons tourner la page d'ombre qui gangrène l'Est du pays. À ceux-là qui s'entêtent, ils vont subir non seulement les dialogues, mais aussi de l'ordre qui viendra de la communauté internationale, aussi de la volonté des pays membres de Grand Lac et les ressortissants. Ça, c'est une réalité à ne pas torpiller. Il faut accepter maintenant et composer avec, sinon beaucoup vont subir. Comment pouvez-vous avoir un optimisme béat dans ce qu'on appelle par moments des pyromanes de ce qui se passe dans notre pays? Vous avez vu les images tout à l'heure, ce ne sont pas des images qu'on doit regarder deux fois quand même. Vous les avez vues, ces images? Justement, vous savez, cette population est vaccinée de beaucoup de choses. Quel que soit le principe, le problème connu comme tel, moi je crois à la population aujourd'hui. Je crois à l'éveil populaire. Je ne crois pas, je peux ne pas croire aux politiciens qui peuvent des fois dérouter ou désorienter la population à un certain nombre de choses. Mais je crois à l'éveil populaire. Aujourd'hui, les Congolais ils sont éveillés. Combien de fois on nous a fait croire que les Congolais ne sont pas dans les appareils de décision, dans les lobbying internationaux? Aujourd'hui, nous commençons à mettre nos pieds dans les lobbying internationaux pour entrer là où, soi-disant, les Rwandais rentrent aujourd'hui. C'est un défi que les Congolais ont lancé. Ils commencent à entrer les mêmes portes, les mêmes appareils, le même principe et le même pouvoir auquel ils côtoient pour diriger un certain nombre de choses. Oui, les Congolais aujourd'hui ont pris conscience, ils commencent à y aller, à participer